Eh ben, bonsoir tout le monde, merci d'être là pour accueillir Jean Hannequin. Jean Hannequin qui devient un grand habitué de la maison, puisqu'il est là pour son 3e livre déjà. Après, c'était quoi? À skier autour du monde, le premier. Ouais. Ensuite, à skier à travers les Alpes. Ouais. Et maintenant, Neige lointaine. Un magnifique livre. Mais t'as pas l'impression de répéter un peu les choses ou non? Non, je rigole, mais cette fois, tu nous emmènes encore plus loin ou Le ski, c'est un peu de la répétition. Hein. On met un pied devant l'autre, on continue, on en remet un pied devant l'autre, et ainsi de suite. Quoi. Oui, mais là, il y a le côté lointain quand même. Pas que. Pas que. Pas que. Pas que, quand même. Mais c'est vrai que tu l'as écrit, en fait, ce livre, parce que le premier, c'était quand même... Tu l'avais écrit il y a 7-8 ans, hein, c'est ça? Donc le premier, il est sorti il y a 8 ans. En fait, pour la petite histoire, parce que je pense que certains, je pense à Bernard et Hervé aussi, vous avez connu les livres de Michel Parmentier et Michel Berruex, Les Grands Raids à ski, quoi. Et moi, c'était mes bibles. C'était 2 livres qui sont sortis en 83 et 84. Il y a 2 tomes et qui nous parlait de neige lointaine. On voyait Michel Parmentier qui sortait d'une église à ski au pied en Grèce. Et moi, j'ai découvert le métier de guide avec ces livres. Et c'est ces livres qui m'ont porté une grande partie du début de ma carrière. Et à fur et à mesure que j'ai fait des raids, je me suis d'une part aperçu que ces livres n'existaient plus, c'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais été réédités. Malheureusement, les 2 ont disparu. Un à l'Everest, un en deltaplane. Et les 2 familles ne se sont pas entendues pour les rééditer dans les années futures. Donc on retrouve ces livres uniquement chez les bouquinistes. Et je me suis dit qu'un jour, ça serait quand même bien que quelqu'un s'y colle de refaire, de rassembler des idées de raid à ski pour faire rêver les gens. Et voilà. Donc c'est parti dans cette idée-là il y a 8 ans. Et on a sorti un premier livre à l'époque avec Michel Zalliot, qui présentait 24 destinations. Et puis le temps a fait que je suis reparti. Et 8 ans après, je vous présente 24 nouvelles destinations que je pense certains connaissent. Mais ce qui m'a porté dans ces destinations, c'est il y a des destinations qui sont vraiment atypiques. Je pense à des choses comme le Tadjikistan, qui ont été des destinations qui sont arrivées dans mon programme de manière pas prévue. À l'origine, je devais aller en Iran. C'est 2019, l'Iran s'embrase, la France sort des accords de Genève, et nous, en tant que professionnels de guide, on ne peut plus aller en Iran, malheureusement. Et donc là, j'ai quelques semaines, quelques mois pour rebondir et trouver une idée. Et je me dis, où c'est que je vais? Et j'ai eu la chance en 2009, donc 10 ans avant, d'aller traverser le Tadjikistan pour aller me rendre en Afghanistan. À l'époque, on passait par le nord, pour aller dans le corridor de Waran. Et j'avais rencontré un jeune Tadjik, et en discutant avec lui, qui parlait français en plus, et qui m'a dit, mais un jour, il faut que tu viennes dans mon pays faire de la montagne. Et donc je me suis dit, tiens, c'est l'occasion d'y retourner. Je vais lire un passage. Voilà. Organiser ce voyage a été rocambolesque. À l'origine, le projet était d'aller skier autour du volcan Sabhalan en Iran. Tout était bouclé. Il ne restait plus qu'à prendre des billets d'avion. Mais début décembre, l'Iran s'embrase. Les manifestations se généralisent. Nous sommes contraints d'annuler le projet, mais l'Iran ne se remplace pas facilement. La saison commence début janvier. Il ne me reste que 2 semaines pour tout réorganiser. En fouillant dans mes vieux rêves, je retrouve cette idée d'aller skier au cœur des montagnes de Fan, au Tadjikistan. En 2009, avec Simon, nous traversons ce pays pour rejoindre l'Afghanistan et gravir son plus haut sommet. Sur le trajet, nous avions rencontré Mourad, guide de trekking. Les heures à discuter, nous avons convaincu qu'il faudrait revenir skier dans son pays. Mais où exactement? Je ne trouvais aucune information sur le net. En cherchant sur Google Earth, j'ai repéré des villages hauts en altitude et surtout versant nord, qui, je pensais, seraient plus enneigés. Au dernier moment, un peu dans l'incertitude, j'ai prévu avec l'agence locale de garder véhicules et chauffeurs avec nous toute la semaine. J'en étais sûre, j'aurais pas dû venir. Attends, Myriam, nous n'avons rien vu, demain on ira voir plus loin. C'est sûr que nous trouverons un lieu où skier. Mais non, il n'y a rien à skier dans ce pays, c'est nul. Je n'aurais jamais dû m'inscrire à ce voyage nul.
Myriam n'en démord pas, elle nous en veut. C'est sûr qu'il y a de quoi être pessimiste, mais se lamenter ne sert à rien et n'aide pas à trouver des solutions. Je me connais, quand on me met la pression, je deviens mauvais. Je doute et je prends des décisions absurdes. Alors ce soir-là, j'ai été radicale. Écoute Myriam, ça fait 28 ans qu'on fait ce métier avec Simon, on n'a jamais merdé. Alors sèche tes larmes, arrête de tourner en boucle et va te coucher. Demain nous irons skier. Simon a souri. Bah là, t'as été un peu fort, non ? Ouais, mais elle me saoule avec ses jérémiades inutiles. Le temps a passé, les cigarettes se sont enchaînées avec les nombreux thés. Nos yeux commençaient à se fermer quand un gars immense est entré dans la pièce, imposant peut-être 2,10 m, large comme un taureau. Son regard glacial m'a transpercé. « Is it you who want to ski here ?» De peur, j'ai regardé derrière moi espérant qu'il s'adressait à Mourad. Mais non, c'était bien à moi qu'il demandait si c'était nous les originaux qui voulions skier par ici. Yes, mais pas de neige dans cette vallée. Ah yes, j'ai vu. » Il a pris son téléphone, s'est mis à faire défiler des images et nous en a montré une incroyable. « Simon, vous pouvez aller skier là. Waouh, c'est loin, à peu près à 1h30 de voiture. » En me retournant, j'ai vu le regard de Simon s'allumer. Une fois de plus, la magie des rencontres a levé les obstacles. Fallait-il aller réveiller Myriam ? Surtout pas. Laissons-la à ses pensées noires. Le gaillard s'appelait Vadim, il a accepté de nous accompagner toute la semaine. Le lendemain, en sortant de la voiture, nous avons chaussé les skis, les vallons étaient remplis de neige et les sommets attirants. Il suffisait de rencontrer les bonnes personnes. Pas toujours simple d'organiser un voyage et de contenter tout le monde. Non, mais cet exemple brosse un tableau du métier de guide. Je pense que certains sont guides dans la salle et s'y retrouveront là-dedans. C'est toute la confiance qu'on met avec nos clients, et particulièrement quand on va dans des endroits où nous, en tant que guide, on ne connaît rien de sur place. Et voilà, et c'est vrai que dans ce voyage-là, il y avait une grosse part d'inconnu. Et pourtant, quand j'ai monté le voyage, j'étais plutôt très confiant. Je me dis, des sommets qui montent à 4000, 4005, c'est sûr qu'il y aura de la neige. Versant nord, il y aura de la neige. Et voilà, et ce que j'avais trouvé sur Google Earth, je m'étais dit, mais ça va dérouler, ça va être simple, ça va être bien, quoi. Et puis ça s'est pas du tout passé comme ça, quoi. Et voilà, et puis bon, l'interpellation avec Myriam est cocasse parce que ressort toutes ses inquiétudes, ses angoisses de l'argent qu'elle a mis dans le voyage et ainsi de suite. Mais ça montre aussi que moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous, en tant que guide, des solutions, on en a toujours trouvé. Et c'est pas maintenant que ça va s'arrêter. Maintenant, c'est vrai que plus on nous met la pression, plus c'est difficile à trouver les bonnes solutions, quoi. Et finalement, ce voyage, il a été assez fabuleux parce qu'il y a eu cette rencontre avec Vadim. Et c'est vrai que moi, là à l'époque, ça faisait 28 ans, maintenant ça me fait 33. Après 33 ans de métier, je me dis, mais en fait, il n'y a pas un voyage qui n'a pas été extraordinaire. Et du ski, on en a fait tout le temps. Donc souvent, j'ai des copains qui m'ont dit, mais attends, tu as préparé à l'avance, tu sais exactement où tu vas, tu as des cartes, tu as des traces GPS. Et je dis, mais non, mais moi j'ai rien, j'ai simplement mes yeux. Et puis après, ma capacité à discuter avec des gens et à mettre en place de la logistique pour rebondir, quoi. Et c'est vrai qu'on a cette possibilité de se dire, je ne m'enferme pas dans une idée, je ne m'enferme pas en disant, je veux absolument faire ça. Quand on accepte de faire le pas de côté, ben, finalement, ça fonctionne assez bien. Allez-y. Oui, parce que là où tu vas, c'est pas Chamonix-Zermatt, quoi. C'est pas tout tracé, on passe par là, c'est l'itinéraire, à chaque fois tu dois le faire. Ouais, non, c'est sûr qu'on n'a aucune info. Moi, j'étais avec Arnaud et Sophie en Ouzbékistan il y a 2 ans. Ouais. Bon, voilà, pareil, on avait trouvé ce village dans les montagnes de Fan. Donc là, en fait, c'est les mêmes montagnes que c'est la même chaîne de montagnes que le Tadjikistan. Donc on est là, on est dans ces montagnes de Fan qui sont au nord de Douchanbé, on a Samarcande qui est là. Et là, dans ce que Lorraine a raconté, on est dans ces montagnes-là. Et puis une autre fois, en Ouzbékistan, on était là. Et voilà, j'avais trouvé un village assez haut perché, à 2300 mètres d'altitude. Et j'avais contacté un copain ouzbek qui m'a dit, bah, écoute, je peux en intersaison aller dans ce village, trouver une famille qui vous accueille. Et voilà, et après, ben, on est arrivé avec nos skis, et puis en se disant, ben, demain, on va où, quoi. Et là, il y a un côté extraordinaire en tant que guide, de se dire, je ne vais pas suivre des traces, je vais suivre ce que mes yeux me disent, et là où j'aurais envie d'aller, quoi. Donc c'était...
Voilà. Et c'est vrai que moi, dans mon métier, il n'y a pas que des destinations comme ça. Il y a des destinations qui sont un peu plus canalisées. Mais c'est ce qui m'a porté dans ces 33 dernières années d'aller m'immerger au fin fond des montagnes et avec mes yeux qui décident là où je vais, quoi. Là, c'est l'aventure, la vraie. Ouais, c'est l'aventure en 2024. On a quand même Google Earth, on a un téléphone satellite, il faut quand même remettre ça Oui, mais bon. À une échelle. Des fois, il ne fait pas beau, il y a du brouillard, des fois, il n'y a pas de neige. Enfin bon, c'est pas toujours comme tu voudrais. Oui. Mais enfin, en tant que vrai guide, tu pars aussi au Népal, en tant que bon guide. 1 mois et demi plus tard, me voilà rentrée du Népal. Il y a 3 semaines, nous étions au sommet du Pambari, 6983 mètres, dans le train entre Paris et Bellegarde, mal installé sur un coin de sac, car toutes les places assises sont prises, je tapote sur le Mac. Je suis heureux, on rentre avec le sommet en poche. Ce sommet, j'en rêvais depuis que j'ai buté en 2016 pour cause de risque d'avalanche. Comment un sommet peut-il faire rêver ? Comment peut-il obséder autant par sa beauté, par sa difficulté, par son engagement ? Pour le Pambari, rien de tout cela. La face sud au-dessus du Bintang est celle, certes belle, engagée et technique, mais ce n'est pas celle que nous avons gravie. Notre voie était en face nord. Le vrai sommet ne se découvre que depuis 6300 mètres. Ce qui m'a attiré dans ce sommet, c'est justement son côté mystérieux. Il se dévoile petit à petit. La ligne de ski qui continue du sommet au camp 1 est incroyable, une ligne toute en belles courbes. Polo Grobel l'a tenté plusieurs fois. C'est lui qui a défriché ce versant pas si simple d'accès. C'est lui qui a passé des journées dans cette vallée pour rassembler les brides de son histoire. Malheureusement, le vent, la neige et peut-être d'autres paramètres l'ont repoussé à chaque fois. Le 15 octobre à 11h45, nous sommes au sommet. Loïc est là, Gilles un peu plus loin et Jean-C nous observe de son promontoire juste au-dessous avant de nous rejoindre. Grande classe. Il est arrivé le premier à 30 mètres de la crête sommitale et il nous a laissé gravir les derniers mètres devant. En bas, les amis nous attendent. J'ai un passement au cœur. J'aurais aimé qu'ils soient tous là. Tant d'investissement, tant d'entraînement, tant d'entraide entre nous pour renoncer si près, c'est dur. Comment ne pas espérer que tout le monde aille au bout de cette expédition ? La météo ne nous a pas laissé le choix. Une tempête était annoncée le 17 au soir. Cela nous laissait peu de temps pour nous pousser là-haut. Nous étions conscients qu'avec quelques jours de plus, l'acclimatation aurait été meilleure, qu'une grande partie de nos compagnons aurait suivi. Mais entre le 17 et le 19, Yann, notre routeur météo, nous annonçait 1,50 m de neige. Alors nous avons forcé pour faire le sommet le 15. Au sommet, il fait grand beau, pas de vent, avec même une température douce. Le regard embrasse une partie des plus beaux et des plus grands sommets du Népal, un belvédère de fou. Reculé au fond d'une vallée bien loin des chemins de passage, il se niche non loin de la frontière tibétaine à quelques kilomètres au nord du Manaslu. Il m'a offert l'une de mes plus belles descentes à ski sur un sommet de cette altitude, de 6983 mètres à presque 5000 mètres, sans déchausser, sans mettre les crampons. Et ouais, le Népal, c'est pas un pays de ski, hein. Pour ceux qui ont été souvent, et c'est plutôt un pays de crampons, de piolets, pour certains des cordes fixes. Mais c'est pas du tout un pays de ski et ça m'attirait d'essayer de trouver un endroit où on puisse skier au Népal et on a eu la chance de découvrir ce sommet qui avait été tenté à pied. Moi je l'avais tenté en 2016 à ski et finalement on y est retourné en 2021 et c'est seulement parfait, hein. C'est un sommet qui est on n'a pas chaussé les crampons, on n'a pas sorti la corde. Et on n'a fait que skier, donc c'était superbe, avec une ambiance d'expédition, une ambiance, une longue marche d'approche. Donc là vous avez Pokhara, les Annapurna qui sont là, le Manaslu qui est là, et c'est un sommet qui est au nord du Manaslu, à la frontière avec le Tibet. Et voilà, et donc il faut compter 9 jours pour aller au camp de base, donc une vraie immersion dans l'ambiance népalaise, avec tout ce qui a trait, le portage, les nuits sous tente et ainsi de suite. Et puis on arrive à un camp de base qui est là, et après on a 2 camps d'altitude pour faire le sommet. Et tu as fait tout à peau de phoque ou tu en marchant ? Mais en fait, du camp de base, on marchait 1h30 et on chaussait les skis. Donc jusqu'au camp de base, c'est agréable parce qu'on est sac léché
Et on porte que nos petites affaires de la journée. Et puis depuis le camp de base, on avait 1h30 de marche là, sur une moraine avant d'aller chausser les skis, ce qui est plutôt très agréable, quoi. Bon, c'est un clin d'œil dans ce livre. Ce livre est pas du tout un livre d'expédition, est plutôt un livre de ski classique, de ski de randonnée. Il y a des traversées de refuge en refuge, il y a des destinations comme le Tadjikistan, où on était basé dans des villages chez l'habitant, dans des fermes. Et puis là, il y a ce petit clin d'œil sur l'altitude qui a été une de mes grosses passions pendant presque 20 ans, où j'ai erré sur les sommets de très haute altitude. Et puis pouvoir allier le ski et la haute altitude, il y avait un côté sympa, quoi. Jusqu'à récemment, je n'envisageais le voyage en train pour rejoindre une destination ski que si le temps de trajet ne dépassait pas une journée. Je me disais qu'en avion, en additionnant le temps pour rejoindre l'aéroport, les heures d'attente avant d'embarquer, le temps de vol et le temps pour rejoindre les montagnes depuis l'aéroport d'arrivée, le retard du train n'était pas énorme. Après tout, la première et la dernière journée du voyage sont de toute façon consacrées au trajet. Je pouvais me dire que nous ne perdions pas un seul jour de ski. L'arrêt brusque de la pandémie m'oblige à remettre en question mes postulats, à réfléchir à ce qui me conduit dans ces pays lointains. Est-ce qu'un virage à gauche dans la poudreuse au Japon ou en Sibérie me transcende au point de passer des heures et des heures assis dans un avion ? Une idée s'impose. Je crois fermement que le voyage et la rencontre des autres permettent la construction de soi, mais aussi l'acceptation des différences entre les cultures. Ne plus voyager, c'est se refermer sur soi, sur son mode de vie. Voir les étrangers comme des marginaux, difficiles à accepter. Depuis mes premiers voyages, je me suis tant nourrie des personnes que j'ai rencontrées. Au fond de moi, je sens ce désir de voyager, mais différemment. Je me vois assis dans un wagon de train, le regard perdu sur le paysage qui défile. La nature change au fil des kilomètres, des altitudes et des latitudes. Je prends le temps de m'immerger dans le voyage pour rejoindre la destination voulue, de laisser mon chez-moi s'éloigner et les montagnes désirées se rapprocher. De partager de bons moments avec mes compagnons de voyage, ceux avec qui l'on part, ceux que l'on rencontre sur les quais des villes traversées, ceux que l'on découvre dans la gare au bout du chemin. Fort des expériences des années passées dans les Abruzzes, en Espagne, en Suisse, en Autriche, je rêve d'aller plus loin, de repousser les limites envisageables du voyage en train. Le projet émerge de rallier en train les confins de l'Europe géographique pour skier dans les montagnes du Kashgar, aux portes du Caucase. Ces montagnes m'attiraient par leur beauté et leur éloignement, mais aussi par les personnes qui vivent au cœur de ces vallées. Les 4 journées de trajet aller-retour deviennent un voyage en lui-même. Je crois fermement qu'il est possible de voyager en train jusqu'à là-bas. Il y a quelques années, des amis sont bien partis au Vietnam en train. C'est vrai. J'ai des copains qui sont partis de Strasbourg et qui ont été jusqu'au Vietnam en train. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ça soit encore faisable parce qu'ils, bien sûr, ils ont traversé toute la Sibérie avec le transsibérien. C'est toujours possible, mais ce serait peut-être un peu plus compliqué, quoi. En fait, moi, j'ai 2 anecdotes à vous raconter sur cette réflexion par rapport au train. L'une, c'est il y a 2 ou 3 ans, je rentrais des Abruzzes. Je ne sais pas si vous voyez où c'est, ces montagnes qui sont au-dessus de Rome et qui sont enneigées tous les hivers. On avait été faire un séjour de ski là-bas, il y a 5 massifs. Et on avait passé de massif en massif pour aller skier, quoi. Et on y avait été en train. Et c'était très sympa. Et pour revenir sur Chamonix, je me suis aperçu que, en fait, autant on savait très bien acheter des billets d'avion, en 3 clics, on se met sur tous les sites, clac, 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 on s'achète des billets d'avion. Et puis les trains, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, on n'a pas de trains qui vont directement à Chamonix dans des Abruzzes, il faut passer par Chambéry, revenir, et dans la journée, c'est quasiment pas simple. Et c'est en errant sur le net que je me suis aperçu qu'en fait qu'il fallait allier train et bus et qu'on n'a pas les logiciels aussi simples que pour les billets d'avion qui allient le train et le bus. Bref, je me retrouve à prendre le train à Rome jusqu'à Turin jusqu'à Courmayeur. Et là, j'avais 2 heures d'attente avant de trouver le bus qui me ramenait à Chamonix. Et donc j'étais assis sur mon sac en train de pianoter sur mon ordinateur. Et une demi-heure avant que le bus arrive, il y a une petite dame qui arrive, peut-être 70 ans, très 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 belle, apprêtée, maquillée, vraiment tout petit sac et tout, et qui me dit « Le bus pour Paris, il part sur là devant ?» Et là, je la regarde, je dis « Mais vous allez à Paris en bus ?» Elle me dit «
que je serais incapable d'imiter son accent italien en parlant français. Il m'a dit, mais oui, c'est tellement plus simple que de prendre une navette pour aller jusqu'à Milan-Malpensa, attendre des heures à l'enregistrement, 2 ou 3 heures à l'avance, me retrouver à l'extérieur de Paris, alors que là, le bus me prend. Moi, elle me dit, j'ai la maison à Cognes et mon appartement à Montreuil, et ben, je descends à Courmayeur, je prends mon bus, je dors dans le bus et je me retrouve le lendemain matin à 5 minutes de ma maison à Montreuil. Et je me suis dit, mais elle a un peu plus d'avancée que moi et mon ordinateur et mes clics à essayer de chercher mon bus et tout. Et... Bref, ces exemples-là, enfin cet exemple-là m'a marqué. Et je me suis dit, c'est vrai que entre passer des heures dans un avion et dans les aéroports, le train, pour certaines destinations, ça fonctionne super bien, quoi. Et particulièrement, je pense aux Abruzzes, où de toute manière, la journée pour y aller en avion, elle est consacrée au transport. Et qu'on soit en avion ou en train, ça fonctionne parfaitement bien. Et par contre, on a l'avantage de rencontrer cette dame, je pense que je ne l'aurais jamais rencontrée. Depuis, on est resté en contact, on s'envoie des petits mails. Ah ouais. Donc c'est génial. Elle est très très... Sauf que voyager avec les skis et tout, c'est quand même pas pratique. Ça, je le reconnais que c'est indéniablement. Les clients sont d'accord ? Je leur laisse pas le choix. Non, mais depuis quand les clients ils choisissent? Non, mais tu as raison. Oui. C'est vrai que, par exemple, y a une question du prix. Si on reprend l'exemple des Abruzzes, un Paris-Rome en hiver, à l'époque où on y était, c'était à peu près 70 €, enregistrement des skis compris, et le train c'était 564 €. Ouais. Donc c'est vraiment un choix politique. Et là, il fallait des arguments pour choisir ça, pour motiver les gens, quoi. Après, tout le monde n'a pas forcément le budget pour payer. Maintenant, si on regarde, moi je regarde les gens, particulièrement les gens qui venaient de Paris sur ce voyage dans les Abruzzes, et je pense à Pascal, qui est quelqu'un qui a voyagé aux 4 coins du monde, je dis, mais ok, c'est sûr qu'à la fin de l'année, tu auras 490 € de moins sur ton compte en banque parce que tu auras pris le train. Ça, c'est indéniable. Donc, voilà. Mais est-ce qu'à un moment donné, la fierté d'avoir pu faire ça et le plaisir d'avoir voyagé en train... Avec un bilan carbone quand même ouais, moins alors élevé. c'est un peu... Je suis pas très... Oui, inévitablement, à l'heure d'aujourd'hui, c'est quelque chose c'est un argument qui peut se poser. Mais je suis pas sûr qu'il faille aller là-dedans pour motiver les gens. Ouais. Et je suis même sûr qu'il faut pas y aller là-dedans, quoi. Toi, c'est plus l'approche lente. C'est une autre manière de vivre, quoi. Ouais. Eh ben, on va continuer un petit peu, mais là, dans ce livre, tu commences un peu à te dévoiler, à parler un peu plus de toi. En 1984, les roues crissent dans les virages des gorges de l'Arly. La R14 jaune canari, chargée jusqu'à la gueule, tangue, fait des embardées, mais Punchette continue d'accélérer. La vitre baissée alors qu'il fait un froid de gueux, le coude à la portière, la Marlboro coincée entre les lèvres, ses yeux suivent péniblement les phares pour anticiper. Petit et trapu, Punchette est collé contre le volant. Ses mains de plâtrier électricien empoignent le volant pour le tordre. Avant chaque courbe serrée, il monte debout sur la pédale de frein, puis se laisse choir violemment sur le siège pour enfoncer la pédale d'accélérateur dans le virage en criant « Tu sais le prix que ça coûte !» À l'arrière, coincé entre 2 sacs, Xav et moi crions aussi fort que lui. Je ne comprends rien à ses paroles sans queue ni tête, mais je découvre le rock version Jean-Patrick Capdevielle. Les fantômes du syndicat des marchands de certitude se sont glissés jusqu'à ma lune, reprochant mon attitude. C'est pas très populaire, le goût de la solitude. J'ai 13 ans. Je vis à Lyon, dans une banlieue verte, où la bourgeoise se calfeutre derrière de hauts murs entourant leur villa, tandis qu'avec mes 3 sœurs et mes parents, nous nous entassons dans une longue caravane en attendant de finir de transformer une ancienne blanchisserie en demeure respectable. La musique est un monde inconnu pour moi. Dans le vieux Volkswagen T1 de mon père, un carnet de chant traîne en permanence sur le tableau de bord. Parfois, une de mes sœurs ouvre une page, entame quelques sons et chacun suit en fredonnant plus ou moins bien. Moi, je suis une vraie casserole chantante. Ma voix est un yo-yo où les sons montent et descendent au gré de mes pensées et s'éteint quand on se moque de moi. Quand le week-end arrive, je rejoins mes copains du club d'escalade Hot Rocks. Direction le sud pour grimper ou Chamonix pour grimper.
Avec eux, pas de limite. Ils roulent à fond, volent dans les magasins et fument des clopes autour d'un feu de bois le soir venu. Déjanter n'est pas envisageable. Attacher sa ceinture, c'est comme s'encorder sur les glaciers. Il n'y a que les nuls pour le faire. Alors, les bourgeois de l'Ouest lyonnais ou Merco, les autoroutes sont des accélérateurs pour rejoindre les montagnes et les péages se grillent. Il y a bien le gourou Farah, président du club, inspecteur des impôts à ses temps de repos, qui tend à nous corriger, mais depuis qu'il nous a invités à son enterrement fictif, nous n'osons plus le critiquer. Tu sais le prix que ça coûte ? 40 ans plus tard, je n'ai pas oublié ce cri du cœur, cette folie de vivre, cette fureur de tout griller sans concession. Pas de raisonnement, juste être libre de filer où nous voulions. Du caillou à l'automne, de la glace en hiver, des sommets en été. De temps en temps, un peu d'école. À la maison, Xav écoutait ses vieux lui seriner d'étudier pour avoir un vrai métier. Moi, je lisais et j'allais de moins en moins au lycée. Les années ont passé, j'ai couru le monde, gravi des hauts sommets, skié des pentes enneigées lointaines. J'ai brûlé du kérosène, filé au Japon un samedi pour poser un pied le dimanche suivant à la maison, le temps de refaire mon sac avant de repartir vers les neiges d'Iran. Ma soif de découvrir ne se rassasiait pas qu'avec une fatigue déclaguée. Quand le jour se levait, mes yeux se portaient sur les montagnes et le soir, je rêvais déjà de ma destination du mois, de l'année suivante. Ouais, bon, c'est mon enfance. Non, c'est un clin d'œil de... c'est vrai que moi j'ai construit mon métier, en fait en sortant du stage d'aspirant guide, j'ai eu la chance de pousser la porte d'une agence de voyage qui m'a dit « mais tu fais quoi la semaine prochaine ?» Et là, c'est parti pour tourner autour de la Terre. Et c'est ce que j'explique. Je faisais un voyage, mais dans le voyage où j'étais, ça pouvait être au Japon, dans ma tête, j'étais déjà 3 voyages plus loin. Et c'est vrai que cette boulimie m'a porté pendant des années et des années. Et c'est ce qui a construit mon métier, c'est ce qui m'a permis d'en vivre. Et cet arrêt sur image qu'on a vécu pendant la pandémie, je crois que ça a été un moment d'apaisement pour moi, de me dire mais cette boulimie, tu seras jamais rassasié, tu auras toujours faim du voyage que tu vas faire dans 1 an, 2 ans, 3 ans, et qu'il est peut-être temps que tu réfléchisses d'une manière différente, quoi. Et alors, c'est sûr que tout de suite, il y a eu ces confrontations d'idées par rapport à l'empreinte carbone, le voyage, la trace qu'on laisse et autres. Mais je crois que c'est surtout aussi de faire de manière différente. Comme j'expliquais tout à l'heure, choisir les bons billets, choisir des prestataires même dans les pays les plus compliqués de la Terre, organiser des voyages dans des endroits perdus, je sais faire. Par contre, d'un coup se dire je le fais de manière différente, ça devenait une vraie complexité qui m'attirait. Et je me suis dit, le train, le voyage beaucoup plus lent, peut-être va me laisser un peu plus de temps de réflexion et d'être un peu moins boulimique sur mes voyages, quoi. Je ne vous dis pas que j'ai résolu tous les problèmes dans ma tête en me disant que je suis plus du tout boulimique parce qu'on se sauve pas facilement, quoi, du voyage. Mais par exemple l'année dernière, je me suis dit tiens, j'aimerais bien aller skier dans les montagnes du Kashgar. Alors, les montagnes du Kashgar, ça se situe vers le Caucase, à la frontière avec la Géorgie, donc c'est côté turc, quoi. Et je me suis dit ce qui serait sympa, c'est d'y aller en train. Voilà, donc j'ai commencé à bosser sur la logistique et ça m'a pris un temps énorme. J'ai pris des mois et des mois pour essayer de comprendre quel train pouvait m'emmener jusqu'à Vienne. De Vienne, je pouvais aller à Budapest. De Budapest, je pouvais aller à Istanbul. De Istanbul, j'allais à Ankara. Ankara, j'allais à Erzurum. Mais chaque fois, c'était des compagnies de trains qui étaient différentes, donc les connexions entre elles et tout. Et c'était passionnant pour moi de créer ce ligne conducteur et de me dire mais ok, passer le cul dans le train pendant des heures et des heures, est-ce que ça va me motiver? Est-ce que je vais réussir à motiver des gens? Et me dire à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aussi profiter que le train s'arrête dans des endroits pour les visiter? Et finalement, l'idée était j'arrivais à trouver des trains qui fonctionnaient la nuit, des trains de nuit, et on arrivait assez tôt le matin dans les villes. Ça nous laissait jusqu'à vers 15-17 heures pour visiter ces villes, et on repartait sur un train de nuit jusqu'à l'étape suivante. Et l'idée était superbe, mais par contre on mettait 4 jours et demi pour aller jusqu'à chausser les premiers skis. Et là je me suis dit bon, ok, t'es guide, t'es pas vraiment un vendeur de voyage en train, est-ce que tu vas réussir dans ta clientèle à les motiver à passer 4 jours le cul dans un train, à visiter quelques villes, mais t'es pas non plus un guide touristique qui connaît toute l'histoire de toutes les villes.
Et je me suis dit, bon, bah, allons-y, hein, peut-être que si je trouve 3 clients qui acceptent de faire ça, ce sera déjà pas mal. Et ça a été n'importe quoi. J'avais 16 personnes qui m'ont répondu présent. Mais à aucun moment, je leur ai dit, on va baisser notre empreinte carbone. Socialement, à l'heure actuelle, même si tout le monde rêve de baisser son empreinte carbone, personne n'est prêt à le faire, quoi. Et, enfin, moi, je crois par contre, je suis prêt à rêver de faire de manière différente. Et voilà. Et donc, on est parti sur ce projet-là. Donc, 16 personnes, c'était ingérable, donc on est parti un peu moins. On était quand même 12, on était 2 guides. Et puis bah, tout le monde s'est inscrit, tout le monde était motivé. Et là, il y a eu un gros problème qui s'est passé, c'est que le Bosphore Express qui va de Bucarest jusqu'à Istanbul, ils ont décidé l'hiver dernier de ne pas le faire. Et qu'à la place, ça serait un TER. Et au lieu de mettre 12 heures de train, on mettait 37 heures. Et avec 27 arrêts. Et puis un train, vous imaginez, passer 37 heures dans un TER, quoi. Donc là, je me suis dit, bon, ça ne fonctionne pas, il doit bien y avoir des bus. J'ai essayé de trouver une solution par Sofia, en Bulgarie. Et là, le train entre Sofia et Istanbul fonctionnait très bien. Train de nuit. Donc je me suis dit, génial, je vais bien trouver une manière d'aller à Sofia en train. Impossible. Et je trouvais que des Flixbus depuis Venise. Venise-Sofia, ça prenait 2 jours en bus. Et là, j'ai dit, là, non, je peux pas. Enfin, c'est pas le projet, quoi. Voilà, donc finalement, le projet en train n'a pas pu se faire au Kashgar. Donc il y a une grosse déception. Mais par contre, l'idée est lancée. Et pour moi, c'est possible et on le fera un jour, quoi, c'est sûr, quoi. Voilà. Il y a 4 ans, en cherchant la neige, nous avons débarqué par hasard dans les montagnes de Char. Nous pensions skier dans les Grammos, au sud de l'Albanie, mais le manque de neige nous a fait basculer dans les montagnes de Smolikas, au nord de la Grèce. Après quelques jours de ski, il avait fallu nous rendre à l'évidence. Le manteau neigeux était pauvre en Grèce. Jante me proposa de remonter par la Macédoine pour rejoindre le Kosovo et skier autour de Brezovica, une petite station construite pour venir en soutien des Jeux Olympiques de Sarajevo en 1984. Finalement, elle n'a jamais servi avant que de jeunes Kosovars décident de la réhabiliter au début des années 2000. En 2016, la neige était bien là, à Brezovica. Depuis les crêtes au-dessus du col de Pravela, je découvrais l'étendue du massif des montagnes à perte de vue alignées sur une dorsale frontière entre l'Albanie, la Macédoine et le Kosovo. Comment ne pas imaginer une traversée en admirant ce paysage de vallées et de sommets? Mais d'où partir? Et pour arriver où? Fallait-il finir ou commencer à Pristina? Au retour, après quelques heures de recherche sur les cartes, je me décide. Nous partirons de Pristina en essayant de rejoindre en une dizaine de jours le mont Korab, le plus haut sommet d'Albanie et de Macédoine. Côté Kosovo, des villages se nichent tout le long du massif. Il est facile d'envisager de parcourir les crêtes et de plonger dans les vallées pour trouver un hébergement. Beaucoup de questions se posent en observant les cartes. Imaginer les étapes, les lieux d'arrêt est un jeu dans lequel nous n'avons pas toutes les réponses. Une grande inconnue se pose entre les villages de Restlice et Radomire. Au pied du mont Korab, l'étendue est vaste avec des questions sur le choix des itinéraires. Ce vallon ou cet autre, par ce sommet ou en le contournant? Pas facile, hein? Non, c'est pas facile, mais par contre, c'est un très très beau projet. En fait, j'ai eu la chance d'avoir un guide qui s'appelait Michel Cormier comme guide mentor. J'ai commencé ma carrière avec lui. Et ce guide, Michel Cormier, avait cette passion d'aller découvrir aussi le monde en ski dans les années 80-90, alors à son échelle, avec pas d'internet, juste des courriers qu'il écrivait, et ainsi de suite. Et il a été le premier guide qui a pu aller skier en Albanie quand l'Albanie s'est ouverte au monde en 94. Donc, 91, c'est l'éclatement de l'Albanie, et lui, il va en 94. Et il m'a raconté ce qu'il avait vécu. Et moi, j'ai eu la chance d'y aller en 2008 en Albanie, skier. Et j'ai fait la connaissance d'une personne, je brosse un peu le tableau, Gent, qui est devenu un très très bon ami. Et d'ailleurs, qui part au Kazakhstan avec moi là dans 15 jours. Et Gent m'a fait découvrir son pays et on a fait plein de voyages là-bas. Et un coup, on s'est retrouvé dans cette petite station de Brezovica. Alors, la station de ski de Brezovica, elle a une histoire assez intéressante parce que c'est une station de ski qui a été construite en 1983 pour les Jeux Olympiques de Sarajevo en 84. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas de neige à Sarajevo en 84,
ils rapatriaient une partie des compétitions sur cette station de ski. Mais cette station de ski, il y a eu de la neige à Sarajevo, et elle n'a jamais tourné, quoi. Et au début des années 2000, des jeunes Kosovars ils se sont dit, ce serait bien qu'on la réhabilite et tout. Donc ils sont venus en France, ils ont récupéré des moteurs pour des remontées mécaniques. Ils ont réhabilité cette station, quoi. Et avec Ghent, je me suis retrouvé un jour sur un road trip. On revenait du Mont Olympe et on s'est retrouvé dans cette station de ski à skier avec les jeunes Kosovars. Et en montant sur les plus hauts sommets qui sont au-dessus de la station de ski, je me suis aperçu que ces montagnes qui était le long de cette station de ski, ça faisait une vraie chaîne de montagnes, un peu comme les Aravis, peut-être 2 ou 3 fois plus long que les Aravis. Et je me suis dit, mais ça serait extraordinaire. Donc cette chaîne de montagnes, elle fait la frontière entre l'Albanie, la Macédoine et le Kosovo. En fait, c'est cette petite ligne blanche qui est là. Donc elle part de là, elle va jusqu'à là où Pristina est là, quoi. Et je me suis dit, ce qui serait sympa, c'est de chevaucher ces crêtes. Et puis il y a des villages régulièrement à droite, à gauche, et que quand il est tard le soir sur un sommet, on descend et Ghent, qui parle couramment albanais et langue locale, nous trouve une famille chez qui dormir. Et le lendemain, on repart et on enchaîne. Et donc on a monté ce projet avec Ghent et on y a emmené une bande de joyeux lurons qui ont accepté de suivre sur cette chevauchée. Et ça a été une belle épopée, quoi. Voilà, c'est des montagnes qui ressemblent à ça. Hein. On pourrait presque croire que c'est dans les Aravis. Donc des combes, des sommets, des falaises. À nous de trouver où passer et d'errer tout le long de cette chevauchée, quoi. Voilà, on a eu quand même des moments de grosse neige, donc on est descendu dans les bas-reliefs plus bas pour ce qui est plus en forêt et faire un peu de grosses poudreuses à mode japonaise. De l'errance dans des couloirs, à se dire jusqu'où il faut descendre pour ne pas passer toutes les crêtes rocheuses. Et finalement, on a réussi à arriver au bout du massif, quoi. Là, on est côté Macédoine. En fait, on a surtout skié côté albanais et kosovar. Macédoine, on n'avait pas l'autorisation pour descendre, on y est passé sur les sommets. Et en fait, là, quand on va remonter sur le dernier sommet, et là, il y a un hélicoptère de l'armée macédoine qui va venir nous surveiller. Et je pense qu'ils n'étaient pas très contents qu'on rentre de manière pas très légale dans leur pays. Bon, ça s'est bien passé, ils ne nous ont pas embêtés, quoi. Voilà, c'est ce type de projet. En fait, pour la petite histoire, ces montagnes de Char, S-H-A-R-R, c'était la réserve de chasse de Tito. Et donc, on s'est retrouvé à dormir à Brod. Donc, Brod, c'est un tout petit village, dans son château, qui a été transformé en lodge à l'heure actuelle. Et on s'est retrouvé à dormir dans son château de Tito. Je n'ai pas une passion pour ce personnage, plutôt... Bon, j'avais sélectionné plein d'autres passages, mais on n'a pas le temps, surtout si on veut donner la parole au public. Mais il y a quand même un voyage aussi que tu as essayé de faire, c'est le voyage en terre inconnue. Raconte ça, c'est quoi cette histoire? Ah oui, c'est... Tu peux en dire deux mots? C'est des gens que j'emmène depuis plus de 20 ans. C'est des gens qui font de la montagne sans guide en France et qui sont autonomes, ils vont faire le tour de la neige et autres. Et on s'est rencontrés en 2000, début des années 2000. On a été skier en Mongolie, ils avaient trouvé ma pub et ils avaient accepté de venir en Mongolie parce qu'ils ne connaissaient pas, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir la logistique. Bref, on a tourné autour de la Terre, on a été en Argentine, on a été en Iran, on a été un peu en Alaska, et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, je me rappelle, c'était en Islande. À la fin du voyage, on s'était baigné dans la mer et ils me disent, en fait, ces gens, nous, je crois que tu pourrais nous emmener n'importe où. Nous, c'est tout le temps génial. Des fois, la neige est dégueulasse, des fois, il fait mauvais, mais il y a un côté aventureux de découverte qui est vraiment sympa. Et ils me disent, ce qui nous ferait vraiment plaisir, c'est que tu nous montes un voyage et on découvre à l'aéroport où on va. Non mais là, faut arrêter. Quelle confiance. Ouais, parce que ça pourrait, d'un coup, comme tu dis, ils te font confiance, donc d'un coup tu te dis j'ai carte libre. Ouais. Mais le fait d'avoir carte libre, ça te met d'autant plus la pression, ouais, surtout qu'ils avaient mis un cahier des charges qui était par contre un peu serré. Un pays où ils sont jamais allés, un pays où on puisse faire une traversée, c'est-à-dire qu'on n'est pas en étoile, donc on passe d'hébergement en hébergement. Un pays où on dort dans des villages
et si possible, une traversée que j'ai jamais faite. Ah oui, Et là, voilà, la page blanche, elle se rétrécissait. Voilà, donc finalement, on est parti en Géorgie caucasienne. Et ce fut un très très beau voyage, quoi. On était dans la Svanécie. C'est souvent ce qui m'a. Comment j'ai eu l'idée d'aller là-bas. Si vous lisez le livre, vous découvrirez que c'est souvent un livre qui m'a attiré. Je sais pas. Il lit beaucoup. Il y a Google Earth, puis il y a des livres que je lis, que j'aime bien. Et il y a beaucoup de livres qui m'ont donné envie. La Sibérie, ça a été par exemple Ermite de la Taïga. Je ne sais pas si certains l'ont lu. C'est la famille. Une famille des vieux croyants. De vieux croyants qui se sont sortis de la société, qui se sont immergés au fin fond d'une vallée. Et puis je me suis aperçu que c'est exactement dans cette vallée où on allait skier. Et, voilà. Et pour la Géorgie, c'était le livre de Ella Maillard avec la jeunesse russe, quoi, qui m'a donné envie d'aller là-bas, dans cette vallée russe. Pardon. Mais en tout cas, tu lis beaucoup aussi, tu écris bien, puisqu'on a pu l'entendre là, à travers les lectures. Donc il y a beaucoup de découvertes à faire, et chaque fois c'est des voyages innovants. Des fois c'est pas trop loin, et des fois c'est en Corse, on peut toujours partir sur tes pas, enfin sur tes traces. Mais il y a un peu il y a plusieurs pays, il y a plusieurs régions, enfin il y a beaucoup de choses à découvrir, mais moi, je finirais juste une chose, parce que souvent les gens m'ont demandé quel est le voyage ou quel est l'endroit qui m'a le plus plu à travers le monde. Et je pense qu'il n'y en a pas un qui m'a plus plu qu'un autre. Je pense que c'est les gens qui m'ont attiré dans ces pays. Enfin, c'est vraiment la première des choses. Je sais qu'il y a je pense à Ghent. Ghent, si vous le rencontrez un jour, si vous lisez le texte, vous verrez que c'est un gros branleur. C'est un mec qui a une certaine nonchalance, qui arrive toujours en retard, qui a t'as l'impression qu'il a toujours oublié la moitié de son matériel, mais il est seulement extraordinaire, quoi. Et avec lui, j'irai les yeux fermés dans son pays, me perdre dans ses vallées, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a une destination qui allie l'homme, la montagne et peut-être un peu la mer aussi, et que j'ai souvent dit, qui m'a peut-être le plus marqué, mais c'est un rêve à skier en Corse. L'Alta Strada de la Corse, c'est peut-être le rêve que s'il n'y en avait qu'un que je devrais garder, c'est celui-là, quoi. Alors c'est vrai que là, ces dernières années, la neige est manquante. Je pense à l'année dernière. Par contre, par exemple, 2021, on y a été 3 fois dans l'hiver, tellement on skiait depuis les villages, on chaussait les skis à Casamacciol, et puis se retrouver dans la Casa Vanella de Jean-François, je pense son portrait dans le livre. Ouais, c'est un bon moment, c'est des caractères là-bas. En tout cas, merci de nous faire rêver autant, et si vous avez des questions, n'hésitez pas, profitez-en. Une destination peut-être, ou je ne sais quoi. Non? Une question par rapport à la Svanétie, là, je vis en Géorgie en ce moment. Alors, il y a eu combien de neige là? Je n'ai pas compris ce qu'il y a eu combien de neige? Combien il y a de neige? Ouais. Là, aujourd'hui, là, je ne sais pas si... Non, quand vous y étiez. Et nous, on chaussait les skis à Akari, on pouvait chausser les skis même à Mestia, donc c'était très très bien enneigé. Vous êtes parti de Mestia? On est redescendu jusqu'à Mestia en ski, ouais. Ok, et vous avez commencé où? Akari, c'est 2 villages avant Mestia. Je sais pas si j'ai peut-être une carte par là. Tu peux regarder dans le livre. Dans le livre, c'est... Combien de nuitées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Il y a un très beau livre qui a fait un guide géorgien sur le tour de la Haute Svanécie et de la Basse Svanécie en ski, et qui est extraordinaire. J'ai oublié son nom. Chaco Margiani. Voilà. Merci pour me souffler. Oui, ils ont beaucoup de neige là-bas. Ouais. Voilà. Puis au niveau de sécurité, vous avez fait comment là? Parce que c'est pas très présent là-bas. Bon, à Messia, ils ont une station de ski maintenant, mais c'est assez basique au niveau de... Alors après, moi, quasiment dans tous les pays où j'ai été, il n'y a pas de BERA, bulletin d'estimation des risques d'avalanche.
Donc c'est sûr qu'il y a 20 ans, on avait un peu, fallait avoir un grand nez et puis bien renifler pour savoir ce qui allait se passer sous nos pieds. Je trouve qu'à l'heure actuelle, on a quelques outils. Je pense à quelque chose qu'a développé Ben Reuter, qui s'appelle le Winter Journal, et qui nous aide quand même à se refaire nous-mêmes un BERA. Mais moi, ce que j'ai souvent dit, c'est que le fait de se retrouver loin où il n'y a personne, on n'a pas de pression d'autres groupes qu'on peut avoir ici ou dans des massifs qui sont fréquentés, où on a un peu la pression d'aller chercher la neige, d'aller là où il n'y a pas de traces, et que voilà, que renoncer est peut-être plus facile à positionner que quand on est dans des endroits qui sont très fréquentés, quoi. Voilà. Après, je suis bien conscient que loin, c'est loin des secours. Et c'est peut-être quelque chose qui est important à intégrer dans son processus, hein. L'année dernière, on était au Kazakhstan, à la frontière de la Sibérie. On avait des températures, pendant 3 jours, on a eu des températures à moins 43. Et on a eu une personne qui s'est fait un genou, un ligament croisé antérieur au genou, quoi. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'elle était légère et que j'ai pu la porter, quoi. Mais c'est sûr que dans le même groupe, j'avais une personne qui faisait plus de 100 kilos. Et je me suis dit, mais là, si c'était lui qui s'était arrivé, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il mourrait. Je vois pas comment, on est dans 1 mètre de poudreuse, comment je peux tirer une personne de 100 kilos dans ces conditions-là. En fait, on était dans du ski en forêt assez pentu, enfin pas extrême, mais voilà. Et après, on avait 3 km de plat avant de rejoindre une route où on pouvait faire venir éventuellement une ambulance ou quoi que ce soit. Mais, voilà, même avec on avait un téléphone satellite, même en déclenchant quoi que ce soit, quelqu'un qui fait 100 kg, je vois pas comment je peux le déplacer dans la neige comme ça. Donc voilà, donc c'est sûr que ces voyages-là, il y a une part de risque qui est indéniable. Est-ce qu'on le recherche? Je pense pas. Par contre, il fait partie de notre pratique, hein, indéniablement, quoi. Et au niveau du nombre de clients par guide, vous avez un ratio que vous observez? Ça dépend du projet. Moi, je ne dépasse pas 6 personnes avec moi. Et si on est 2 guides, on va prendre entre 8 et 10 personnes à 2 guides, quoi. Après, par exemple, l'année dernière, c'est sûr qu'au Kazakhstan, on était content d'avoir 2 guides. Souvent, ça effraie les gens de se dire « Oh là, on va être 8 plus 2 guides, ça fait un gros groupe et tout ». Sophie et Arnaud pourront vous en parler parce qu'ils ont fait quelques voyages avec moi. Déjà, il y a une dynamique qui est sympa, c'est-à-dire qu'on n'est pas tout le temps en face des mêmes personnes en termes de discussion, mais surtout en termes de sécurité, c'est quand même un gage énorme d'être 2 guides, quoi. C'est, voilà. Et niveau de ski? Il y a de tout. Il y a de tout. C'est ce qu'ils ont fait, ce que les gens ont déjà fait. Ça dépend aussi du projet. C'est sûr que aller skier sur le Pambari au Népal, si c'est quelqu'un que je connais pas, je vais lui demander de faire une sortie avec lui. Si c'est un projet qui est plus d'aller skier au départ de Lodz en Sibérie, dans de la poudreuse, la première question que je vais lui demander, c'est si elle aime skier en poudreuse. Voilà. Et après, en fonction de sa réaction, c'est vrai que si la personne elle me dit « Oula, j'ai pas trop d'expérience », peut-être qu'on va s'orienter sur un autre projet. Par contre, l'idée, c'est pas forcément que la personne se retrouve sur le mauvais voyage et puis que le guide se retrouve dans un plan galère avec quelqu'un qui est pas adapté avec l'idée. Maintenant, là, par exemple, cet hiver, on a un très très beau projet qui est pas simple et pourtant qui est très proche d'ici, qui s'appelle le Thor des Géants. Peut-être certains qui ont fait de la course à pied. Donc l'idée, c'est de faire le tour du Val d'Aoste en ski de rando. Et là, on va passer dans des cols qui sont raides, des pentes qui sont raides derrière, et on va aller dormir dans des petits abris bivouacs qui ne sont pas gardés, des fois des bons hôtels avec même des spas, mais aussi des bivouacs où il faut leur porter le réchaud, la bouffe, le duvet et ainsi de suite, quoi. Et là, bien sûr, il faut des gens qui soient calés par rapport au projet. Qui soient pas... Par rapport au réchauffement climatique, est-ce que tu orientes tes voyages là où il y a de la neige, là, parce que quelquefois tu arrives, il n'y a pas assez de neige. Je me souviens d'un film de Yann Bornier qui fait un voyage
à ski et ethnologique en même temps, et il est dans le Queyras, et il n'y a vraiment pas beaucoup de neige. Donc il arrive à rejoindre les plaques de neige, mais ouah, c'est une bonne question que tu poses, Nathan. En fait, moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que plus on va loin, plus c'est facile. C'est pas qu'il y a plus de neige, mais on s'en fout de la neige. Alors, c'est ce que je raconte avec Myriam, c'est qu'en 33 ans de métier de guide, il n'y a pas un voyage qui a merdé. Même celui-là au Tadjikistan qui était bien parti pour merder, parce qu'il n'y avait vraiment rien quand on est arrivé dans le premier village, ben, il y a notre Golgoth qu'on a rencontré à 10h du soir, là, avec ses yeux glaciales, qui nous a montré là où il fallait aller, quoi. Et alors vous allez me dire, ouais, mais c'est de la chance. Peut-être, c'est sûr. Vous venez avec moi, hein, j'ai tout le temps de la chance. Non, ça serait prétentieux de dire ça. Simplement, c'est quand on accepte de ne pas s'enfermer dans une idée et qu'on accepte de faire le pas à côté, quoi. Donc voilà, donc ça, le voyage lointain, c'est facile. On trouvera toujours mais même on a été plein, je sais pas, on a fait 12 voyages en Iran, mais il y a des jours où il y a eu des années où il y avait peu de neige et on a rebondi. On devait aller à Déna, on a été dans le nord et ainsi de suite et ça a fonctionné, quoi. Là où j'ai plus de pression, c'est quand je reste dans un périmètre européen. Et là, il y a une exigence. Je pense que l'année dernière, par exemple, j'avais lancé l'idée d'aller faire le tour des montagnes d'Andorre. Ça me plaisait de passer de refuge en refuge en Andorre. Et donc, je contacte les gardiens de refuge. Le premier gardien de refuge me dit, ok, Jean, il n'y a pas de problème, moi je te réserve, mais par contre, tu me payes toutes les demi-pensions. Je dis, bah ouais, pas de souci, je te paye. Allez, feu, envoie ton RIB. Donc, je lui paye toutes les demi-pensions. Donc, ça, c'était au mois d'octobre. Et puis, 15 jours avant, je le rappelle, je dis, écoute, rassure-moi, il n'y a vraiment pas de neige. Elle me dit, non, il n'y a rien. Je dis, bon, je vais peut-être commencer à envisager quelque chose, parce que là, vu sur la météo, ils n'annoncent rien dans les 15 prochains jours. Il n'a pas voulu me rembourser un centime. Donc là, on est dans une complexité financière, quoi. Et puis, il y a aussi, c'est vrai que le fait qu'on puisse rebondir facilement, de se dire, tiens, j'avais prévu d'aller dans les Picos d'Europa, je vais aller dans les Abruzzes, ou je vais aller dans un périmètre européen, on se dit, tiens, on pourrait choisir là où il y a vraiment de la neige, quoi. Ben, ça met beaucoup plus de pression, quoi. Logistiquement, c'est très compliqué, quoi. Voilà. Après, si on parle du réchauffement climatique et de la notion de voyage, moi, j'ai pas de choses à dire, il faut faire ci, il faut faire ça, parce que je serais mal placé pour le faire. Mais sachez qu'il y a beaucoup de questionnements dans ma tête, et il y a une grosse complexité dans ma tête, c'est que je suis bien conscient que ce qu'on laisse et ce que moi j'ai vécu au cours de ces 33 dernières années à voyager, à contribuer sûrement à ma micro-échelle à réchauffer la planète, c'est indéniable. Maintenant, il y a des pays qui se sont développés uniquement sur le tourisme. Je pense à tous mes copains népalais. Et moi, je ne me vois pas les planter. Je ne me vois pas leur dire, ben non, parce que moi, elle ne va pas changer ma vie. Déjà, une grosse partie de ma carrière, elle est plus derrière moi que devant moi. Et je me vois mal leur dire, ben maintenant, j'ai une conscience écologique et je ne vais plus vous amener de clients. Et vous allez crever de faim. Parce que c'est ça qui va se passer pour certains pays. Et j'ai pas de réponse par rapport à ça. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce qu'il faut se dire que c'est des générations qui sont sacrifiées? Peut-être. Comme il y a eu la génération des gens qui ont vécu la guerre de 14 et tout. C'est des jeunes qui ont été sacrifiés pour des conneries humaines. Peut-être que là, le temps qu'eux, ils retrouvent un autre modèle économique pour vivre sans autant de tourisme que le Népal. Mais tous mes copains népalais qui vivent grâce au tourisme, je ne sais pas quoi répondre par rapport à ça, quoi. Voilà. Bon, on va quand même continuer à rêver. Oui, hein, oui. On va rester là-dessus. Et puis, si vous voulez faire dédicacer le livre, profitez-en, parce que tu vas rester quelques minutes quand même pour... Avec plaisir. Hein. Merci Moi, beaucoup. Il y a quelque chose qui m'intéresse, et à travers aussi le post que tu as fait sur Facebook il n'y a pas longtemps, avec toutes les photos justement des porteurs, c'est l'aspect humain. Et moi, personnellement, je considère que le voyage, c'est aussi aller rencontrer l'autre, c'est ce que tu dis toi-même. Et du coup, d'avoir le bon informateur, le bon traducteur, celui qui te permet de pénétrer dans le pays. Et on ne peut pas apprendre toutes les langues du monde, hein, ça c'est sûr. Enfin, moi, je me suis mise à l'espagnol pour aller au Pérou, mais
ce que j'ai trouvé grandiose dans le voyage, même si c'est pas un exploit physique, là on s'en fout, c'est rencontrer l'autre dans son humanité, qui est tellement... Là on a ça en commun, quoi. Discuter avec une personne de ce qui fait son éducation, sa famille, son évolution, et avec les peu de mots qu'on a, on arrive à échanger tout ça, c'est énorme. Ouais. C'est énorme, voilà, et c'est pour ça qu'on voyage. Donc, moi, je crois beaucoup que le voyage permet d'atténuer les conflits sur Terre. Voilà. Et c'est une conviction personnelle sur un regard de ce que j'ai vu. Je pense à l'Iran, par exemple. À l'époque, on allait en Iran, on y allait. Les dernières fois, on y a été 2018, 2019. Quasiment toutes les filles à Téhéran portaient plus de voile. Et puis les frontières sont fermées, Trump est sorti des accords de Genève, la France a suivi Trump. Pour les raisons qu'ils ont suivies, je ne suis pas capable de me positionner à me dire c'est bien ou pas. En tout cas, la conséquence, c'est que ça a légitimé la bêtise humaine des mollahs sur place, et la répression, elle est revenue, mais puissance 10 000, quoi. Voilà, bon. Une dernière question. Ouais. Par rapport au coût de ce genre de voyage, Ouais. juste grosso modo, là, combien ça coûte Alors, moi, dans les projets que je monte, il y a des projets sur des séjours qui vont quelques centaines d'euros, et puis les plus chers, ça va jusqu'à 25 000 euros. Voilà. Alors, ça ne va pas répondre pour savoir. Tout dépend de la destination. Ouais, mais non, c'est intéressant parce que là, hier, il y avait un jeune qui voulait partir cet hiver au Tadjikistan avec moi, et je lui envoie la fiche descriptive, et le voyage coûte 3 800 euros, tout compris, billet d'avion intégré. Et il me disait ah non mais là vous vous gavez, hein, parce que moi si je clique sur internet et que je me réserve un hôtel 5 étoiles à Dushanbe en demi-pension avec le billet d'avion, j'en ai pour 1 300 euros pour la semaine. Ben, je lui dis mais je pense pas que vous vous rendez compte ce que c'est de mettre en place un voyage comme ça, les heures et les heures de travail, la logistique que je demande aussi à mes prestataires sur place, et puis ce que je lui répondais, si vous avez la chance de discuter avec des prestataires comme Ghent, par exemple, vous verrez que moi j'ai un souci que les gens soient payés correctement, quoi. Voilà. Oui. C'est pas le but, c'est pas de me glorifier, et j'ai aucunement envie de monter des voyages de luxe, parce que je ne m'y retrouve pas dans ce monde-là. Les hôtels 5 étoiles, je suis un pingouin dans une marmite. Par contre, pour moi, le luxe, c'est de se retrouver dans une famille qui nous accueille et qui a le plaisir de nous préparer son plat préféré au fin fond d'une vallée, au Tadjikistan, sur un tapis, ou en Ouzbékistan ensemble, voilà, et d'avoir voilà, Ilhom qui nous faisait découvrir son pays, et puis qui avait cru que Ilhom c'est le copain ouzbek qui nous organise les voyages sur place, et quand je lui avais dit ça serait bien que tu ailles trouver une famille dans ce village de Hilon, et donc il l'avait trouvé. Et puis quand il est parti avec nous, il avait pris ses bottes de ski et tout, et puis il me dit bon, vous m'attendrez, hein, je crois que j'arriverai pas à aller aussi vite que vous. Je dis mais non, mais Ilhom, toi c'est les vacances, ton boulot il est fini, et là maintenant nous on skie, t'as pas besoin de venir avec nous. Il me dit ouais, mais tu me payes pour rien faire. Je dis non, je te paye pas pour rien faire, t'as déjà fait un travail énorme, et maintenant la journée repose-toi. Voilà. C'était marrant parce que pour lui c'était voilà. Et c'est vrai que nouer des relations avec des pays, dans les pays étrangers, c'est ce que disait Nathalie, c'est ce plaisir, et puis de les voir évoluer. Moi, Pemba là, au Népal, d'une part c'est quelqu'un qui m'a retrouvé sous l'avalanche, mais c'est aussi quelqu'un qui était simple aide cuisinier, et puis 25 ans après, il a sa petite structure, on a grandi ensemble, on a construit nos maisons ensemble, on a construit nos familles ensemble. Voilà. Et quand tu as beaucoup de monde, beaucoup de voyages, tu délègues, tu acceptes de déléguer, d'avoir d'autres guides qui travaillent pour toi, ou il n'y a que toi? Non. Déjà, moi, j'ai ma relation avec un binôme qui s'appelle Simon Déton, qui est un copain qui habite dans le Vercors. On a passé le guide ensemble, ça fait
des décennies, on a tourné autour de la Terre, on a vécu des histoires abracadabrantes ensemble, quoi. Et puis après, il y a Valérie Hommage, aussi une copine guide qui bosse avec qui je bosse. Il y a aussi un copain guide italien des Abruzzes, Marco Zaffieri, qui est, voilà, si un jour vous partez avec lui, vous allez rigoler, quoi. Moi, je suis pas marrant, mais alors lui, il est marrant. Parce qu'il raconte des conneries à la minute, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est parce que c'est des gens que j'aime bien. Après, pourquoi je me suis entouré d'autres copains guides? C'est parce qu'au fil des années, j'avais des gens qui me disaient « Ah ouais, mais l'année dernière, tu as été en Ouzbékistan, mais tu n'y retournes pas cette année, mais moi, j'aimerais bien y aller. » Et voilà, pourquoi pas leur proposer, et puis de partir avec Valérie ou Marco. Et je suis sûr qu'ils passeront un super voyage, quoi. Voilà. Eh bien, merci, parce que je crois que là, ça va être l'heure quand même. Yes. Mais tu nous emmènes loin. Merci.